Bonsoir et bienvenue sur Noah pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Comme chaque samedi soir, pour nous accompagner, un invité. Bonsoir Jean-Bernard Tognati. Voilà. Je vous en prie, installez-vous. Vous êtes le directeur de 2 ESAT de Gironde, des établissements médico-sociaux d'aide par le travail réservés aux personnes en situation de handicap. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ensemble, pendant une demi-heure, nous allons revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine, une actualité marquée par la conférence nationale sur le handicap à laquelle vous avez assisté mardi dernier à l'Élysée. Le chef de l'État a annoncé une série de mesures, 12 nouveaux engagements pour améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap. Emmanuel Macron l'admet lui-même, la France a du retard. C'est vrai. Depuis la loi de 2005, dont on fête les 15 ans, promulguée par M. Chirac, le président Chirac, les efforts ont été faits, mais n'ont pas été amplifiés. Depuis les dernières années, un effort sur la société inclusive est mis en œuvre pour aider les personnes en situation de handicap à s'insérer au mieux dans la vie de tous les jours. Tous concernés, tous mobilisés, c'est le slogan de cette conférence. L'une des priorités, c'est de changer le regard de la société aussi sur le handicap. Bien sûr, c'est une sensibilisation importante, une connaissance, ou tout au moins comprendre ou connaître quelques signes qui permettent de mieux accueillir les personnes en situation de handicap et de mieux les accompagner. Alors vous le disiez, le choix de la date pour cette conférence n'est pas anodin. Elle intervient donc 15 ans jour pour jour après l'adoption de la loi handicap voulue par Jacques Chirac. En France, 12 millions de personnes sont touchées par un handicap. Quel est leur quotidien? Je vous propose de regarder ce reportage. 1, 2. Les gestes les plus simples peuvent parfois poser problème. Julie souffre d'un trouble autistique sévère. Une fois par semaine, une éducatrice spécialisée l'accompagne pour sa toilette. Un peu d'autonomie gagnée pour la jeune fille, un peu de soutien et de répit pour sa famille. Voilà. Les relations entre Julie, qui est une adolescente adulte, et sa maman, et même son papa, c'est assez conflictuel. Donc l'objectif aussi, c'est que la relation entre Julie et sa maman se passe bien, qu'il n'y ait pas de trouble du comportement. Et c'est vrai que ma présence peut apaiser les comportements de Julie, elle va davantage s'autocontrôler. Impatiente, Julie peut se montrer violente envers ses proches. À 18 ans, elle demande une attention constante. Et ces semaines sont chargées. 6 demi-journées dans un institut spécialisé, orthophoniste, pédopsychiatre, activités sportives, pour s'occuper d'elle et prendre soin également de ses 2 frères et sœurs. Stéphanie, sa mère, a cessé de travailler. En fait, Julie, elle a 18 ans sur le papier. Elle nous sollicite comme un enfant de 4-5 ans, mais pour certaines choses comme un bébé. On l'accompagne, la douche, l'habillement, même les toilettes, on l'a rendue avec un travail de longue haleine le plus autonome possible. Impossible d'envisager un logement, un travail. Mais pour permettre à sa fille de vivre en société, Stéphanie a créé Différence et Partage, une association dont les adhérents valides ou handicapés participent aux mêmes activités. Quand on a mis un pied comme ça dans le monde du handicap, on a envie de continuer et de partager et de se découvrir les uns les autres. Aimée et entourée, Julie bénéficie d'un soutien permanent, un accompagnement individuel où chaque petit progrès est une grande victoire. Un Français sur 6 est aidant, ça représente environ 10 millions de personnes. On le voit, c'est le parcours du combattant. Souvent, pour des pathologies ou des handicaps importants, l'aidant a un rôle majeur et peut aider ou ne connaît pas les voies pour être aidé. D'ailleurs, lors de la conférence nationale du handicap, le président Macron a mis en place pour 2021 un objectif de développer un numéro unique, le 360, qui permettra pour toutes ces familles de contacter un service unique pour pouvoir avoir accès après à des conseils, à des aides et faciliter la vie de l'aidant. Et on parle aussi de droit au répit de l'aidant, puisque être aidant, c'est un métier à plein temps et c'est un métier difficile. Alors dans ce reportage, on voit une jeune fille autiste. Dans ses engagements, le gouvernement a annoncé la création de 45 nouvelles unités autisme. C'est un sujet que vous connaissez bien. Vous avez travaillé en IME, en institut médico-éducatif. C'était urgent, cette création de nouveaux dispositifs. Dans cette volonté d'école inclusive ou de vie dans la société, mettre en place des unités d'enseignement permet
malgré la différence, d'insérer les personnes, d'inclure les personnes et d'avoir un regard aussi de la société qui change. Et c'est aussi un point important, c'est-à-dire que les personnes vont vivre avec leur père, mais également que les autres personnes puissent accueillir la différence et connaître dès leur plus jeune âge la différence va permettre d'être sensibilisés et de mieux les accompagner. Vous parlez d'école inclusive, l'exécutif l'a promis, aucun enfant handicapé ne sera sans solution scolaire à la rentrée prochaine. À Couzex, près de Limoges, un collège fait office de précurseur. En classe, les élèves en situation de handicap sont parfaitement intégrés. Un tableau, une professeure de français, des 4e attentifs. Sur ces 24 élèves, 5 sont en situation de handicap. Je vous aiderai à rédiger. D'abord, vous faites une liste. Ça marche ? D'accord. Merci. Dyslexie, troubles moteurs, problèmes de santé. Au collège de Couzex, pas de séparation et les méthodes de travail sont adaptées. À la place d'écrire tout le temps, parce que ça nous fatigue de plus en plus, on a des photocopies où ils écrivent le cours ou pour les contrôles. C'est adapté pour qu'on y arrive le mieux possible et essayer d'avoir les mêmes notes que les autres pour nous aider. Ils disent pas que nous on est à part, on est tous ensemble. J'ai une amie à moi qui s'appelle Léonie, elle n'est pas là aujourd'hui mais c'est une dyslexie. Et on l'aide souvent parce qu'elle a des problèmes et que du coup ça va faire 1 an, elle fait que ça d'augmenter de niveau parce qu'entre nous les filles on s'entraide. Depuis presque 20 ans, le collège s'engage pour l'inclusion. Sur les 700 élèves, 75 sont en situation de handicap. Si l'équipe enseignante est mobilisée, les infrastructures répondent aussi aux besoins. Nous avons la chance d'avoir le plateau technique, c'est-à-dire les soins qui peuvent se faire dans l'établissement. Et cela permet notamment à des jeunes qui jusqu'à présent devaient quitter l'établissement sur une demi-journée pour suivre des soins en orthophonie, en ergothérapie ou en kinésithérapie par exemple, de bénéficier de ces soins au sein de l'établissement. Avoir une équipe pédagogique renforcée est primordial pour accompagner les élèves et les rendre autonomes. Cette enseignante demande encore plus de moyens. On se confronte aujourd'hui non seulement à du handicap physique, mais aussi à du handicap cognitif, mais aussi à du handicap comportemental. Tout ça, ça nécessiterait une véritable formation de l'ensemble des personnels enseignants et AESH. Or, cette formation n'existe pas. Le collège Maurice Genevoix cultive sa singularité et le rectorat souhaite généraliser ce modèle dans les autres établissements de l'Académie de Limoges. Jean-Bernard Tognati, c'est la loi de 2005 qui a posé les principes de l'école inclusive. Est-ce que c'est ça, quelque part, le secret de l'intégration ? Les principes, la volonté d'un chef d'établissement, je crois aussi, est un point important. Il y a la volonté politique et il y a la volonté des hommes et des femmes qui dirigent ces établissements de pouvoir accueillir différentes personnes. On parlait d'autisme tout à l'heure, où les particularités sensorielles, où les particularités de communication sont difficiles. Elles sont difficiles à l'école, elles sont difficiles dans le travail. Par exemple, à l'ESAT que je dirige, on a mis en place un SAS pour les personnes qui présentent des troubles du spectre autistique qui permet d'évaluer les différentes particularités sensorielles pour après les généraliser dans les ateliers ou dans le milieu ordinaire. Mais c'est ça aussi la clé de l'inclusion, c'est-à-dire d'amener le médico-social dans les lieux, donc comme c'était montré dans l'école, dans l'entreprise, et on parle plus de médico-social maintenant, mais on parle plus de médico-sociétal. C'est un mot de Denis Pifteau qui a été évoqué lors de la conférence nationale du handicap. Alors il y en a quand même peu, des écoles inclusives, nous sommes en 2020. Est-ce que c'est un manque de moyens ou un manque de volonté politique ? Moi je dirais que c'est un manque de connaissance du handicap. Et il y a eu un effort important, très important, avec plusieurs niveaux, plusieurs possibilités d'accueil des personnes en situation de handicap dans les écoles. Il y a les ULIS, les unités locales d'inclusion scolaire, qui est déjà présentes, qui sont pilotées par l'Éducation nationale. Il y a les unités d'enseignement externalisées, où c'est les IME ou les ITEP qui vont dans les écoles avec du personnel de ces structures, et puis des personnes qui sont intégrées dans les classes. Donc selon les différents handicaps, les possibilités sont nombreuses. Elles doivent s'amplifier, bien entendu, mais la volonté politique, elle est là. Il faut que les moyens soient là aussi. Dans le reportage, on parlait de formation. Oui, 90% des enseignants se disent favorables à l'accueil de ces élèves, mais ils sont peu formés. Exactement. Ce qui a été annoncé aussi, c'est que dans les formations initiales des enseignants, un module sur le handicap, notamment sur l'autisme, va être ajouté.
Et cette sensibilisation, elle est importante. Et le rôle de nos établissements médico-sociaux est important pour aller sensibiliser et pour travailler avec l'éducation nationale ou avec l'entreprise. Alors, autre engagement phare du gouvernement, favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Jean-Bernard Tognati, je le disais en début d'émission, vous dirigez 2 ESAT de Gironde, donc ce sont des établissements médico-sociaux d'aide par le travail. Comment fonctionnent ces services ? On dépend d'une association, loi 1901, à but non lucratif, l'association EDEA. Ensemble, développons l'accompagnement. Elle regroupe différents services et établissements, que ce soit dans l'habitat, que ce soit pour les jeunes, la formation des jeunes, ou que ce soit pour la professionnalisation. Nous accompagnons sur 4 établissements et services d'aide par le travail 440 travailleurs. J'en dirige 2, les ZAD d'Artigues, Descartes et les ZAD de Sadirac, où on part des activités professionnelles, par des activités auprès de clients. Nous développons les compétences des personnes en favorisant une inclusion socio-professionnelle des travailleurs en situation de handicap. Je parle d'inclusion socio-professionnelle parce que ça leur met un cadre, une vie dans une entreprise ou dans un établissement, comme on peut vivre nous lorsqu'on va au travail. Donc des relations sociales et également une compétence, une professionnalisation avec, pour certains, un objectif d'aller vers l'entreprise. Le chef de l'État a d'ailleurs parlé de CDD tremplin. Alors CDD tremplin, c'est une nouvelle modalité qui a été mise en place, notamment avec les entreprises adaptées, qui est une autre modalité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de préserver ce panel de possibilités pour les personnes en situation de handicap. Quelle que soit leur volonté, quelle que soit leur capacité, c'est de pouvoir, si elles le souhaitent et si elles le peuvent, qu'elles puissent travailler, que ce soit en établissement et service d'aide par le travail, en entreprise adaptée, dans l'entreprise accompagnée par de l'emploi accompagné. On a une très belle plateforme en Gironde, en Damos, pour accéder à ce travail et avoir une réelle inclusion socio-professionnelle. Alors, l'amélioration des conditions de vie de personnes en situation de handicap passe aussi par l'hébergement. La France a énormément de retard, faute de place. Des milliers d'enfants et d'adultes sont contraints de partir en Belgique pour être pris en charge. Alors, les choses commencent à bouger, notamment à Pau, où une résidence collective accueille des déficients mentaux. Un dispositif unique en Aquitaine. On regarde ce reportage. Hélène vit seule dans cet appartement depuis 7 ans. Pour vous, c'est un détail, mais pour elle, c'est essentiel. Je fais l'eau pour le café. Dans cet immeuble du centre-ville de Pau cohabitent de jeunes travailleurs et une quinzaine de personnes handicapées. Comme Hélène, toutes sont parfaitement autonomes. Elles ont un emploi, paient un loyer et vivent tout simplement. Ça me rassure, d'être ici, ça me rassure, je vais chez moi. Par exemple, je vais aller en ville seule. Je peux faire mes courses seule. Acheter le repas seule. Moi, je suis tranquille à la maison. Et ça vous rend heureuse ? Heureuse, même à pleurer. À l'origine de ce projet, une quinzaine de parents désireux de donner à leurs enfants atteints de déficience mentale une chance de s'intégrer dans la société. Ce que ça leur apporte, c'est l'estime de soi. Ça leur apporte de la confiance dans les relations. Ça leur donne donc l'impression qu'ils vont, pas l'impression, mais la sûreté d'être des citoyens à part entière. Donc, aujourd'hui, on est mardi. Si chacun a son appartement et s'organise comme bon lui semble... Donc ce week-end, je vais rester ici le week-end. Je reste ici ce week-end, ok. Il existe aussi des espaces communs pour favoriser les échanges entre les locataires. La vie à l'intérieur de l'immeuble, c'est les résidents qui l'organisent. Donc, ils ont leur propre activité à l'extérieur, ils s'occupent de leur logement. Et ensuite, il y a des activités collectives qui sont proposées le week-end ou en soirée, libre adhésion, pour éviter des moments de solitude. Ça me change de bouger un petit peu, de voir les autres, donc ça m'intéresse. Cette résidence est unique en Aquitaine, un concept innovant qui, à n'en pas douter, devrait faire école. Alors pour stopper l'exil vers la Belgique, le gouvernement a annoncé la création de 3500 places d'hébergement supplémentaires d'ici 2021. Il était temps. Il était temps pour certaines personnes, notamment auprès de la frontière du Nord, puisque les besoins ne sont pas comblés. Et donc ces nouvelles places vont permettre, pour éviter l'exil, et pour, dans un deuxième temps, il a dit, pour faire revenir les personnes en France, de créer des accompagnements adaptés, puisque ça coûte plus cher aujourd'hui de payer ces prestations
à l'étranger que de les faire revenir en France. Il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est la cabane à projet. Qu'est-ce que c'est ? Alors la cabane à projet est un centre socioculturel du canton du Créonais, qui est un partenaire important pour les aides de Sadirac, qui a permis que j'aille à la conférence nationale du handicap, puisque c'est dans ce cadre que nous avons été labellisés pour l'opération Fête de la soupe. Nous avons été labellisés, tous mobilisés, tous concernés, du fait de l'inclusion des personnes en situation de handicap, et également d'un travail intergénérationnel avec des EHPAD, avec des écoles, pour valoriser ce partenariat et la formation et l'échange et le vivre ensemble. Et donc je voulais saluer cette association qui fait un travail formidable sur le Créonais. Alors regardons cette image à présent. En marge de la conférence nationale sur le handicap, les accompagnants d'élèves en situation de handicap ont manifesté mardi à Bordeaux, mais aussi à Pau et dans d'autres nombreuses villes de France pour dénoncer leurs conditions de travail et la précarité de leur contrat. Mardi, le chef de l'État a annoncé la création de 11 000 postes. C'est un bon début, mais il va falloir aller plus loin. Il va falloir aller plus loin. Si on souhaite accompagner les personnes en situation de handicap dans l'école, il faut avoir un nombre de postes en adéquation et que ces personnes soient formées. Le point qui est important aussi à donner, c'est leur donner un réel statut, puisqu'aujourd'hui elles sont souvent en CDD et avec des temps partiels qui ne leur permettent pas de vivre correctement. Donc il y a une réflexion qui est engagée sur ce point-là également. Alors il y a un autre métier qui est peu reconnu et qui peine à recruter, c'est celui d'aide à domicile en Corrèze. Le conseil départemental vient de lancer un plan de valorisation de ce métier. Comme chaque mercredi midi, Delphine Ruot de Beaulieu intervient au domicile de ce bréviste. Je vais préparer le repas ? Oui, s'il vous plaît. Elle vient pour l'aider dans ses tâches du quotidien, cuisine, ménage, courses ou encore lessive. On fait des sacrés horaires, donc commencer à 8h le matin, finir des fois à 20h, 20h30. Il faut vouloir, des fois avec que 3 quarts d'heure de pause entre midi. Donc il faut être disponible. Et puis il faut aimer ce qu'on fait aussi. Je le dis toujours, on travaille avec de l'humain, on ne travaille pas avec... Et puis on leur apporte de la joie aussi, de la bonne humeur, on leur remonte le moral. Delphine est l'une des 440 aides à domicile qu'emploie l'association ADAPAC sur le département. Avec un important turnover dans les effectifs et les départs à la retraite, 100 postes sont chaque année à pourvoir. Et actuellement, 6 n'ont pas trouvé preneur. C'est des recherches de candidatures qui sont actives depuis un certain temps déjà. Ce qui pose des problématiques en matière d'accompagnement des personnes, puisque ça fait quand même un petit bout de temps qu'on craint la rupture de service pour ces personnes-là, à aider à domicile. Et avec le vieillissement de la population, les besoins en aide à domicile vont aller croissant. Pour booster le recrutement, le conseil départemental a décidé de lancer un plan de valorisation de ce métier. On va derrière mettre en place une académie des métiers du domicile en Corrèze, un MAC qui va permettre justement de certifier un certain nombre de compétences et d'aller vers de la formation, d'aider aussi avec un prêt à taux zéro à avoir le permis de conduire et d'acheter une voiture pour un certain nombre. Aujourd'hui, 1300 personnes travaillent en Corrèze dans des services d'aide à domicile. L'objectif pour la seule année 2020 est d'en recruter 70 de plus. Nous sommes toujours sur le plateau de 20h, le rattrapage en compagnie de Jean-Bernard Tognati, directeur de 2 établissements d'aide par le travail réservés aux personnes en situation de handicap. On poursuit avec cette problématique, les déserts médicaux en Béarn. Dans la vallée d'Ossau, les élus locaux s'engagent avec un contrat de santé pour dynamiser l'offre de soins dans leur territoire. Une succession de signatures pour donner un nouvel élan aux offres de soins dans les vallées béarnaises. Élus locaux, préfectures et agences régionales de santé s'engagent dans un nouveau contrat local de santé. Ce sont des thématiques, ce sont des difficultés qui ont été identifiées sur ce territoire. C'est un diagnostic qui a été fait, un diagnostic portant sur la population des jeunes, quelles étaient leurs attentes, quels étaient leurs besoins. Nous sommes également sur un territoire où il faut prendre acte du vieillissement de la population. Et ce sont près de 120 acteurs locaux, professionnels de santé, représentants des usagers, qui ont travaillé ensemble pour faire ce diagnostic pour qu'il y ait moins d'inégalités sociales, moins d'inégalités environnementales, moins d'inégalités face aux problèmes de la santé sur un territoire comme le nôtre. Au Béarn et Vallée d'Ossau, au total plus de 42 000 habitants sur 66 communes, avec comme plaque tournante l'hôpital d'Oloron. Dans ce nouveau contrat, une quarantaine d'axes stratégiques ont été identifiés.
Les grands axes de ce contrat local de santé sont d'abord ceux de la santé mentale. Parce que dans le premier contrat local de santé, ça a été un axe qui n'a pas été assez travaillé. Donc la santé mentale, tout ce qui relève un peu plus de la précarité, du social, qui avait aussi été non pas évacué, mais moins pris en compte dans le premier contrat local de santé. On ne peut plus avoir, comme avant, une médecine de ville éparpillée. Efficace mais éparpillée. Actuellement, vraiment, il faut vraiment une maison pluridisciplinaire de santé. Et ça c'est un point très important. Ce n'était pas du tout acquis. Grâce à ces partenariats, une maison de santé a vu le jour à Bedous en 2018. Et d'ici la fin de l'année, c'est en Vallée d'Ossau, à Arudy, qu'une quarantaine de socioprofessionnels devraient être regroupés dans ce même genre d'établissement. Alors en fonction des territoires, il est difficile pour les personnes handicapées d'accéder à certains services de soins. L'une des solutions que vous évoquez, c'est la télémédecine. Oui, c'est un système qui se développe. Des fois, les personnes en situation de handicap ont du mal à aller aux urgences ou doivent attendre aux urgences, ce qui peut être très compliqué pour elles, ou alors avoir accès à un médecin spécialiste est de plus en plus difficile. Ce qui se développe, c'est des actions de télémédecine dans les établissements. Dans notre association, on a le foyer du CIPRESA qui utilise ce moyen, où le professionnel va être présent par télémédecine et va pouvoir consulter la personne, faire une consultation en direct et pouvoir après l'orienter, si besoin, sur des examens complémentaires. Mais le premier niveau est fait en télémédecine. Il y a également des problèmes d'accès aux maisons départementales des personnes handicapées. Les délais varient entre 2 et 10 mois en fonction des départements. Là aussi, le gouvernement s'est engagé. Oui, c'est une situation qui est assez complexe. C'est-à-dire que quand on a un handicap, il faut avoir une reconnaissance de la maison départementale des personnes en situation de handicap, quelle que soit l'orientation que l'on souhaite avoir. Et les délais d'analyse des demandes peuvent être longs. Dans notre département de la Gironde, il est de l'ordre de 6 mois. Sur certains départements, il peut être de 18 mois. L'engagement, ce sont des délais très longs, notamment par rapport à certains handicaps où, quand la personne est prête, il faut aller assez vite si on ne veut pas la perdre. On se sent perdu, abandonné. Exactement, et pour pouvoir enclencher un rétablissement. Donc l'engagement du gouvernement est de traiter certaines demandes dans les 3 mois. Donc il y a un effort important à faire et il y a des moyens qui vont être débloqués au niveau des MDPH. J'espère qu'ils porteront vraiment leurs fruits. Dans son discours, Emmanuel Macron en a profité pour interpeller les candidats aux municipales. Il n'y aura pas de nation inclusive sans commune inclusive, a-t-il déclaré. C'est d'ailleurs le moment de boucler les listes électorales en Haute-Vienne comme partout en France. Les dépôts de candidature ont commencé en préfecture. Plus minutieux qu'une liste de courses, plus fastidieux qu'une déclaration à l'état civil, plus tatillon que pour des bancs de mariage, les dépôts de liste pour les élections municipales. Ouverts depuis ce jeudi matin, ces dépôts font donc l'objet d'une scrupuleuse et vigilante attention, gare à ne pas oublier la moindre pièce. Nous allons vérifier que vous avez le mandat pour tous les gens qui se présentent sur votre groupement de candidature. Ensuite, nous vérifions l'état civil des personnes, savoir s'ils sont bien inscrits sur les listes électorales de la commune, s'ils sont bien français ou européens, sauf anglais. Et que l'on soit rompu à l'exercice ou néophyte, ce dépôt de liste reste un moment solennel, stressant et émouvant. C'est un petit peu stressant justement au niveau du document administratif, mais en fait on sait que quand on vient dans les services de la préfecture, on a toujours un très bon accueil. C'est émouvant, stressant, c'est tout ce que vous venez de dire à la fois et c'est une grande première pour moi. Voilà. Une inscription où beaucoup ignorent une règle fondamentale, celle de la couleur de la liste, a priori obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants. Sans indication, c'est la préfecture qui tranchera. Il m'appartient, moi, au regard de chacune des déclarations, éventuellement du parcours politique de chacun, de la discussion que l'on peut avoir autour des tables, de faire en sorte qu'on puisse être un petit peu plus précis pour présenter à nos concitoyens l'étiquette de ceux qui vont venir voter pour eux. Date limite du dépôt des listes pour les 195 communes auviennoises, le 27 février à 18h. Cette semaine, en Dordogne, l'association des paralysés de France a organisé une réunion publique pour interpeller les candidats aux municipales. Ils ont un vrai rôle à jouer. Les candidats et les futurs élus ont
pouvoir de changer les choses, que ce soit sur l'accessibilité, sur la possibilité d'inclure les personnes dans les écoles, pour certaines, puisqu'ils sont responsables des écoles élémentaires, et de promouvoir aussi l'inclusion dans la cité et dans les entreprises, en favorisant les transports, en favorisant la mobilité et l'adaptation de leur environnement municipal, de la ville, aux personnes en situation de handicap, que ce soit point de vue communication, déplacement comme on l'a déjà dit, et également communication. On voit le handicap est un peu absent des programmes au municipal. Alors, il est un peu absent, mais je crois que le rôle essentiel qui est demandé aux collectivités locales par le chef de l'État va amener les personnes à se déclarer. Ce sera bien pour les personnes en situation de handicap et pour les associations qui accompagnent ces personnes. Il faut les réveiller un petit peu. C'est maintenant l'heure de l'Instant Web. Jean-Bernard Tognati, je vous propose de découvrir une vidéo qui comptabilise plus de 80 000 vues sur nos réseaux sociaux. Elle est consacrée au Bélem, ce monument historique entré il y a quelques jours dans le port de La Rochelle. Jean-Bernard Tognati, vous aimez le 7e art ? Oui, j'aime le 7e art. J'ai peu l'occasion d'y aller, mais j'aimerais bien y aller plus. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que notre région est souvent sous le feu des projecteurs. Ridley Scott tourne en ce moment même un film en Dordogne avec la star américaine Matt Damon. Le 4 mars prochain, c'est le département des Landes qui sera à l'honneur au cinéma avec la sortie du film Papy Sitter. On regarde. Ça, c'est le plan d'attaque. Objectif, stratégie, timing. La veille du bac, t'auras tout révisé. Oh l'angoisse. C'est un film qui donne la pêche. Papy Sitter est une comédie jubilatoire où Gérard Lanvin et Olivier Marchal incarnent deux grands-pères très différents. Le premier est un ancien gendarme, l'autre gère des boîtes de nuit. Pour que leur petite fille réussisse le bac, ils vont devoir s'entendre. Ça, fallait pas toucher à mon cactus. Un petit rosé, mon Dédé. Si vous pouviez arrêter de m'appeler mon Dédé. À vos ordres, mon capitaine. Hé, Dédé, la femme à barbe. Ça va pas être si simple que ça, cette cohabitation. Le film tourné dans les Landes a été présenté en avant-première à Saint-Jean-de-Luz. Olivier Marchal, en grand-père rock'n'roll, trouve là un rôle sur mesure, écrit par le réalisateur Philippe Guillard. On est allé tellement haut dans la gamme parfois. Je lui disais, putain, t'es sûr, Philippe, qu'on va aussi loin ? Il me dit, ouais, vas-y, tu peux y aller, soit toi, soit comme quand tu déconnes dans la vie et tout ça. Donc voilà, je suis ravi. Moi, j'attendais un rôle comme ça en comédie depuis tellement longtemps. Entre Gérard Lanvin et Olivier Marchal en roue libre, le duo romantique de cette comédie est formé par Camille Aguilar et le basque Paco Fuster. Je viens d'Anglet, je suis né à Bayonne. J'ai joué au rugby à Anglet toute ma jeunesse et tout ça. Je fais du surf à Anglet. C'est grâce à elle que je suis pris. Philippe, il voulait pas me prendre. Non, c'est pas elle vrai. Qui a dit, mais non. Ça, voilà. Mais la chance que j'ai eue, c'est que je pouvais passer les castings avec d'autres Paco. Et quand lui il est arrivé, j'ai dit à Philippe, mais moi je peux dire ce que je pense. Je pense que c'est lui. Et il a fait calme-toi. Pour qui sait être bon public, difficile de rester stoïque, tant ce Papy Sitter enchaîne gag et vannes. Sortie nationale le 4 mars. Vous êtes donc les deux grands-pères de Camille ? Je vais vous expliquer. Je vous ai donné la parole ? Non, madame. Alors vous levez la main. Oui. Cette émission touche à sa fin. Un dernier mot peut-être sur les engagements pris mardi par le gouvernement. Est-ce que finalement la France va réussir ? Est-ce qu'elle est en bonne voie pour rattraper son retard ? Je pense qu'elle est en très bonne voie.
Ce qui est important, c'est la pluralité des possibilités, des solutions accordées, et sans privilégier l'une ou l'autre, tous orientés vers une société inclusive, mais les établissements ont leur place, et les établissements et services d'aide par le travail que je dirige, les aides Descartes et les aides SADIRAC, ont besoin aussi des entreprises pour les faire travailler et pour développer les compétences des travailleurs. Merci Jean-Bernard Tognati de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je le rappelle, donc, vous êtes directeur de 2 établissements d'aide par le travail réservés aux personnes en situation de handicap. Merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Passez une excellente soirée sur Noah.